Alors, Monsieur Gourevitch, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on voulait vous interviewer notamment à propos du rapport de la de la Cour des comptes sur le coût de l'immigration. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'immigration coûte 6,6 milliards d'euros, comme l'indique la Cour des comptes, ou alors est-ce partiel? Alors d'abord, ce que je vais répondre, ce sera une réponse à chaud, hein, parce que le rapport fait 188 pages. Il a été rendu public il y a 3 jours. Je suis en train de le parcourir. Mais enfin, j'ai décodé les principaux éléments. Bon. euh, En disant que l'immigration coûte un peu plus de 6,5 milliards d'euros, la Cour des comptes se situe dans une optique, on va dire, de gauche, puisque aujourd'hui, tous les experts sont d'accord pour admettre que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, mais on va dire que les experts, les économistes de gauche se situent entre 4 et 10 milliards d'euros pour le déficit, et les économistes de droite et d'extrême droite entre 70 et 85 milliards. Bon, moi, j'ai regardé ces coûts. Je pense que par rapport aux miens, qui sont de 8,5 milliards pour l'immigration légale et 3,7 milliards pour l'immigration irrégulière, ils sont un peu sous-estimés. Et si on regarde de près, pour l'immigration légale, je pense que la Cour des comptes a sous-estimé le coût de l'immigration étudiante. Nous avons 300 000 étudiants non communautaires pour l'instant en France, enfin on est autour de 300 000. Le coût chargé annuel d'un étudiant est de 15 000 euros. Donc 300 000 par 15 000 euros, ça fait 4 milliards et demi. Donc, de ce côté-là, il me semble que c'est un peu sous-estimé. Et puis, pour l'immigration irrégulière, là, il y a des sous-estimations plus importantes. Je suis tout à fait d'accord avec les coûts qui sont ceux de la Cour des comptes sur l'aide médicale d'État et sur les étrangers malades, mais je crois qu'elle a sous-estimé les coûts sécuritaires, elle a sous-estimé encore plus les coûts sociétaux parce que on peut dire quand même que tout ce qui est de l'ordre du piratage, de la fraude, du travail illégal, de la prostitution, de la contrefaçon, même si ça n'est pas totalement imputable aux immigrés, c'est une part d'économie informelle qui leur est largement imputable. Et puis, il me semble, sous réserve de vérification, qu'elle n'a absolument pas tenu compte du coût des mineurs non accompagnés. On a 40 000 mineurs non accompagnés en France pour l'instant. C'est un coût important et je ne le trouve pas. Et puis, dernière chose, je dirais que l'estimation de la Cour des comptes est une estimation statique. C'est-à-dire qu'elle fait un travail pour dire aujourd'hui, le coût de l'immigration est de temps. Moi, je suis dans une optique dynamique. C'est-à-dire que d'un côté, depuis 2008, j'actualise tous les 2 ans environ mes études de coûts, mais surtout, je tiens compte de la rentabilité des investissements de l'État. Or, sur le plan de l'immigration, l'État fait deux types d'investissements. Il y a les investissements extérieurs, c'est-à-dire essayer de freiner les flux migratoires, et on peut considérer que sur les quelques 9 à 10 milliards de l'aide au développement, il y en a un peu plus de 2,7 milliards qui sont destinés à freiner ces coûts. Donc là, il n'y a aucune rentabilité. Et puis les investissements intérieurs, alors ça c'est tout ce qui concerne l'alphabétisation, la formation, l'éducation, le logement, la qualité de vie, ça représente environ 5,5 milliards d'euros. Ces investissements ont une rentabilité parce que ces immigrés ou ces futurs ou ces enfants d'immigrés vont contribuer à l'augmentation du PIB de la France, mais ces investissements, ils sont différés. C'est-à-dire la rentabilité, on la verra quand ces personnes rentreront sur le marché du travail.
Alors, justement, vous, au total, à quel montant vous évaluez ce coût de l'immigration? Alors, sur le plan de statique, je me situe donc à 8,5 plus 3,7, c'est-à-dire aux alentours de 12 milliards d'euros. Mais sur le plan dynamique, je dirais qu'il y a environ 8 milliards et demi d'euros, dont une partie sera rentable, mais seulement une partie, ce qui veut dire que le coût de l'immigration en termes nets, en termes secs, se situerait entre 18 et 20 milliards d'euros. Comment vous expliquez que les statisticiens aient du mal à se mettre d'accord là-dessus? Parce que si on part d'une fourchette haute avec Monsieur Pozoko qui chiffre à plus de 80 milliards, vous, vous êtes à 12, là on a 6,6 pour la Cour des comptes, il y a certains qui sont encore plus bas. Est-ce qu'il n'y a pas une question de parti pris idéologique là-dedans? Il y a deux façons de considérer les statistiques. Il y a un certain nombre de gens pour qui les statistiques doivent être une démonstration de leur thèse. Donc ils partent d'une thèse préconçue, qu'elle soit à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou à l'extrême droite, et ils veulent faire en sorte que les statistiques démontrent leur thèse. Bon, nous avons une optique totalement opposée. Nous n'avons pas d'a priori. Nous actualisons chaque année ou tous les 2 ans nos études et nous n'avons pas de biais idéologiques qui permettent de dire que on veut démontrer que l'immigration est une chance ou qu'elle est une malchance. Donc on fait le travail le plus précis, on donne nos sources, on donne notre méthode de travail. Alors mes collègues font ce qu'ils souhaitent faire, je n'ai pas à les critiquer en tant que tels, mais je veux dire que on voit bien à travers certaines analyses que même si tout le monde reconnaît qu'il y a aujourd'hui un coût pour l'immigration qui est supérieur à ses bénéfices, eh bien un certain nombre de gens soit le minorisent, soit le maximalisent pour des raisons qui ne sont pas des raisons scientifiques, mais des raisons idéologiques. Qu'est-ce que vous pensez des préconisations qu'a fait la Cour des comptes suite à ce rapport? Alors, bon, il y a des préconisations qui sont intelligentes. Je veux dire que quand on dit qu'il faut réduire les délais pour les réponses aux demandeurs d'asile, quand on dit qu'il faut étudier la recondition systématique des titres de séjour, quand on dit qu'il faut favoriser les migrations de travail en les orientant vers les métiers où il y a une véritable demande et où il y a une capacité des immigrés ou une compétence pour occuper ces emplois, qu'il s'agisse de la santé, du bâtiment, de la restauration, des nouvelles technologies, de l'aide à la personne. Tout ça, c'est tout à fait positif. Mais je crois qu'on est très loin d'une véritable politique de l'immigration. Le président Macron, quand il est arrivé au pouvoir, a parlé de la maîtrise de l'immigration. Or, tous ces éléments ne déterminent pas une véritable maîtrise de l'immigration. Je ne dis pas que c'est un cataplasme, je dis que certaines de ces préconisations sont utiles, mais elles ne s'inscrivent pas dans une véritable politique d'immigration maîtrisée. Alors, concrètement, comment est-ce qu'elle évolue cette immigration en France ces dernières années? Est-ce que les chiffres sont pas un peu faussés, notamment du fait qu'une partie des immigrés deviennent français? Donc au final, le poids de l'immigration, il est difficile, si on le réactualise d'année à année, il est difficile à évaluer, non? Oui, alors là, il faut quand même faire très attention parce qu'il y a une confusion générale qui est faite, alors parfois involontairement, mais parfois aussi volontairement par un certain nombre de spécialistes. On ne peut pas comparer la notion d'immigré et la notion de français. Français, ça s'oppose à étranger. Immigré, ça s'oppose à autochtone. Et entre les immigrés
et les autochtones, il y a ce qu'on appelle les personnes d'origine étrangère, c'est-à-dire celles qui sont nées sur le sol français de parents immigrés, soit de deux parents immigrés, soit d'un couple mixte. Là-dessus, on a des chiffres quand même précis, qui sont des chiffres très officiels, qui sont les chiffres de l'Office français d'immigration et d'intégration. En octobre 2018, l'OFII a fait une étude assez fouillée quand même, qui a été reprise par Fondapol, qui n'est pas un organisme idéologique, puisque c'est la Fondation des sciences politiques, et on a vu que l'OFI dit qu'il y a en France 11% d'immigrés. C'est le chiffre le plus important qu'on connaisse depuis une dizaine d'années, et en plus l'OFI ne traite, et c'est normal, que de l'immigration légale. Ils n'ont pas les moyens de travailler sur l'immigration irrégulière. Et d'autre part, l'OFI dit, si on ajoute les immigrés aux descendants d'immigrés, environ un quart de la population française est directement d'origine étrangère. Donc, on peut dire que l'immigration est en augmentation en France, aussi bien sur le plan du nombre d'immigrés que sur le plan des enfants d'origine étrangère. Même si là-dessus, il y a un débat entre plusieurs statisticiens, plusieurs démographes, puisque pour certains, quand on est enfant de deux immigrés, on est d'origine étrangère. Bon, ça ne se discute pas. Mais quand vous êtes enfant d'un couple mixte, est-ce que vous êtes d'origine étrangère à 100%, comme le disent certains, ou à 50%, comme je le dis moi? Bon, là, il y a un petit débat. Mais globalement, on peut dire très précisément qu'il y a augmentation du nombre d'immigrés en France et augmentation du nombre de personnes d'origine étrangère en France. Alors, est-ce que justement, vous avez parlé tout à l'heure de la confusion, la confusion immigration étranger. Est-ce que justement l'autorisation de statistiques ethniques pourrait permettre de mieux comprendre et analyser l'immigration en France, comme c'est, je pense, c'est le cas au Royaume-Uni, parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas certains statisticiens, notamment, qui jouent un peu de cette ambiguïté pour ne pas appeler un chat et en fait, au-delà de l'immigration, parler carrément d'ethnie? Est-ce que ce serait pas plus simple pour faire des statistiques et pour expliquer également la réalité de notre société? Alors, la France est un des derniers pays de l'OCDE à refuser de considérer les statistiques ethniques, même si, en fait, quand on regarde de très très près les publications de l'INED ou l'INSEE, on peut retrouver plus ou moins des éléments de statistiques ethniques. Bon, il est vrai que ça n'est pas facile à faire, mais il est certain que ça serait non seulement une aide pour comprendre le poids de l'immigration en France, mais surtout pour comprendre le poids des différents types d'immigration et des différentes origines de l'immigration. On a mis très longtemps à se rendre compte, par exemple, que l'immigration africaine aujourd'hui est plus importante que l'immigration maghrébine et que le nombre d'enfants d'origine africaine a largement dépassé le nombre d'enfants d'origine maghrébine. Et pourtant, ce phénomène qui est complètement indiscutable, vous ne le trouverez à peu près nulle part. Donc je crois qu'effectivement, l'autorisation des statistiques ethniques qui doivent quand même être encadrées pour qu'il y ait une véritable approche scientifique, faciliterait non seulement les statistiques elles-mêmes, mais même elles faciliteraient la lutte contre la discrimination. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre la discrimination en matière de travail, par exemple, venant de l'immigration, si vous n'avez pas les éléments de statistiques ethniques. Monsieur Gourevitch, merci.